Alors nous allons maintenant parler de stockage d'énergie intersaisonnier. Donc là, on change un peu de sujet avec Thomas Young, qui est le directeur de l'excellence opérationnelle d'Equance. Et Thomas, à sa sortie de Polytechnique, a choisi de se spécialiser dans l'énergie avec l'IFP. Et son premier job, c'était ingénieur réservoir. Et donc ça tombe très bien parce qu'il va nous parler de l'utilisation d'une réserve d'eau de 14 000 mètres cubes sous un bâtiment notamment. Thomas, c'est à toi. Oui, merci Christophe. Donc, comme on a parlé d'électricité, moi je vais parler un petit peu de chaleur, puisque la chaleur, ça constitue quand même 50% des consommations finales d'énergie. Et comme tout à l'heure, on va vous emmener dans les airs, moi je vais descendre un petit peu dans le sol, et je ne vais pas parler que du projet que tu mentionnes, mais j'avais décidé d'élargir un tout petit peu le panorama. Donc, aujourd'hui, quand on parle des besoins en chaleur, si vous avez vu dans les grands graphes qui vous ont été présentés à la fois par Christophe et par Julie, il y avait en 2030 une petite ligne violette qui était d'une part la géothermie qu'on ne voyait même pas en 2022 et d'autre part le stockage d'énergie qu'on ne voyait pas du tout non plus dans les graphes en 2022. Donc ça ne représente pas une grosse partie, mais c'est une partie qui est largement sous-exploitée, puisque si on regarde juste dans le Grand Paris, on estime que le potentiel géothermique ici pourrait représenter 50% des besoins en chaleur de la région parisienne. Bon, aujourd'hui, la géothermie, ça représente en réalité que 1% de la consommation finale de chaleur. Donc il y a un gisement énorme, raison pour laquelle le gouvernement, en début d'année, a dit qu'il est temps d'accélérer. Et donc ils ont fait un plan spécifique pour accélérer sur la géothermie. L'énergie renouvelable, quand on parle de chaleur, elle est disponible dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Elle est utilisable ou directement en géothermie, on fort à 1400, 1500 mètres ici, on a de l'eau à 65-80 degrés avec un échangeur, on peut chauffer un bâtiment à basse température. Mais elle est aussi disponible dans l'air, dans l'eau et à géothermie de basse profondeur. Et on a besoin dans ce cas-là d'avoir des pompes à chaleur pour nous aider à remonter la température. Donc je vais juste expliquer rapidement comment fonctionne un système géothermique standard pour après développer comment on peut optimiser ce système-là, puisque l'objectif, c'est aussi d'arriver à réduire les consommations d'énergie pour un usage qui est équivalent. Donc globalement, ce que vous voyez sur la slide, c'est qu'il y a 3 systèmes géothermiques possibles. Je parle de la géothermie de basse profondeur, où vous avez un aquifère, donc c'est une roche sédimentaire calcaire-grès dans laquelle il y a de l'eau, et donc vous faites 2 forages, vous récupérez cette eau pour après avoir un échange sur une pompe à chaleur, ou vous avez des puits directement dans la roche parce qu'il n'y a pas d'eau, et vous faites circuler un fluide caloporteur dans ce puits, c'est ce qu'on voit sur le schéma tout à gauche, ou vous faites un petit réseau en serpentin dans votre sol à faible profondeur, ça c'est plutôt pour la maison individuelle. Donc je vais me concentrer sur la géothermie sur un aquifère, donc vous forez 2 puits, disons à 30 mètres de profondeur. Il y a un puits dans lequel vous souterrez de l'eau, qui est ici, on va dire, entre 12 et 16 degrés. La température du sol, c'est la température moyenne de l'année. Donc ça a un énorme avantage, c'est qu'en hiver, la température dans le sol, elle est plus chaude qu'à l'extérieur, et en été, elle est plus fraîche qu'à l'extérieur. Donc vous faites 2 forages, vous soutirez de l'eau, vous utilisez votre pompe à chaleur pour chauffer le bâtiment, vous prenez les calories dans l'eau, et donc vous réinjectez de l'eau qui est 5 degrés plus froide dans votre aquifère. Et l'été, vous faites la même chose, vous souterrez de l'eau, vous rafraîchissez le bâtiment, et vous réinjectez de l'eau qui est réchauffée, plutôt que de l'envoyer aux petits oiseaux, vous la mettez dans l'aquifère. Donc c'est ça un système géothermique classique, un puits de soutirage, un puits d'injection, une pompe à chaleur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est justement de pouvoir utiliser cet aquifère pour stocker de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va utiliser les puits de manière alternative en fonction de la saison pour créer 2 bulles, une bulle chaude et une bulle froide. Donc typiquement, je suis en été, je récupère la chaleur du bâtiment, je l'échange avec l'eau et je réinjecte dans mon aquifère une eau qui va être en moyenne plus chaude que l'eau de l'aquifère. De la même façon, l'hiver, lorsque je chauffe mon bâtiment, je vais prendre de l'eau de l'aquifère, récupérer les calories de l'eau et réinjecter de l'eau qui est plus froide. Et je peux, comme ça, par saison alternative, finir par créer une bulle qui va être, si mon aquifère est, disons, à 15 degrés, une bulle qui va être à 5 degrés et une bulle qui va être à 25 degrés, à condition, bien sûr, que l'écoulement de l'eau dans l'aquifère ne soit pas trop important et que tout ça ne se dissipe pas.
mais une grande partie des aquifères, il n'y a pas des mobilités si importantes que ça, et donc on s'est créé 2 bulles. Gros intérêt, c'est que, alors qu'aujourd'hui, en région parisienne, quand vous faites un système géothermique, c'est principalement destiné à des bâtiments tertiaires. Les bâtiments tertiaires, on les ventile et on les climatise, et donc on les climatise en faisant tourner la pompe à chaleur l'été. Avec ce système-là, vous pouvez rafraîchir le bâtiment en free cooling, c'est-à-dire que vous allez simplement récupérer l'eau que vous avez stockée dans le sol, la faire circuler dans le bâtiment avec des échangeurs à l'aide de pompes, et votre pompe à chaleur ne tourne pas. Donc ça permet d'avoir finalement sur un même système, parce que l'investissement il est le même, vous avez toujours depuis une pompe à chaleur, l'investissement est le même, vous mettez juste un petit peu d'intelligence dans le pilotage énergétique de l'ensemble, vous avez besoin de faire des études de sol pour être sûr que ça peut l'accepter. Mais donc vous avez un système beaucoup plus efficace dans lequel vous stockez votre énergie, à la fois chaude et froide, dans votre sous-sol. Il y a 3500 solutions comme ça dans le monde, 3000 aux Pays-Bas et bientôt une en France, puisque le siège d'Engie va être construit avec un système à test. Alors peut-être qu'il y en a 2 ou 3 autres qui m'ont échappé, mais bon, globalement, retenez qu'il n'y a à peu près rien chez nous, alors qu'on a un potentiel énorme. Et il se trouve qu'on a une entité aux Pays-Bas qui maîtrise très bien ça. Alors l'avantage, c'est que les Pays-Bas, c'est des polders. Donc une fois que vous avez fait un système, vous êtes à peu près sûr que sur les 3 km qui suivent, la géothermie est la même. Donc vous pouvez répliquer. Et donc la réglementation l'incite. Et c'est assez facile du coup de répliquer les solutions. Et donc vous avez sur la ville d'Amsterdam, tous les gros bâtiments tertiaires fonctionnent sur ce système-là. Donc ça, c'est quand on a la chance d'avoir un aquifère. Ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a un autre système qui est possible, qui a un rendement qui est un petit peu moins bon, parce que l'eau, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. C'est ce qu'on appelle la géothermie sur champ de sonde. Et donc dans ce système-là, on est aussi capable de créer 2 bulles de chaud et de froid. Donc ça, c'est des systèmes qu'on va trouver en France. Là, vous avez un exemple. Les bureaux de l'OTAN à Bruxelles sont chauffés comme ça. Donc vous faites un certain nombre de puits. Donc, contrairement à une installation de géothermie, vous pouvez vous contenter de 2, 4 ou 5 puits. Ici, il faut en faire un certain nombre. Donc, dans ce bâtiment-là, il y a 136 forages. Donc, dans ces puits qui descendent à une centaine de mètres, vous faites circuler un fluide caloporteur qui, au contact, qui dans le sol, va se réchauffer ou se refroidir en fonction de la saison. Et vous pouvez, comme on le voit sur le graphe là, utiliser certains puits pour augmenter légèrement la température du sol et utiliser d'autres puits pour l'abaisser. Et comme ça, vous pouvez aussi utiliser un système qui est plus optimal qu'un simple système de champ de sonde. J'en viens à la visite qu'avait fait Olivier Roussat à Bruxelles et qui lui avait plu, et donc on m'avait demandé de présenter. Il y a une autre possibilité, c'est le siège donc, de BNP Paribas à Bruxelles. On parlait tout à l'heure d'un facteur 5 sur les gains énergétiques sur un bâtiment. Là, ils ont réussi à faire un facteur 7. Donc 15 kWh du mètre carré pour le chauffage, 15 kWh du mètre carré pour la climatisation, ça fait 30 du mètre carré pour l'ensemble. Et donc dans ce bâtiment-là, la particularité, c'est qu'il y avait de la place disponible en sous-sol et on a créé 4 tanks qui permettent de stocker 14 000 mètres cubes d'eau. Donc ça fait à peu près 5 piscines olympiques, si vous voulez visualiser le volume. Et donc exactement de la même manière que ce qu'on peut faire dans un aquifère, on va utiliser la chaleur du bâtiment l'été pour le stocker dans les tanks, qui ont une température qui varie entre 11 et 40 degrés. Et donc, une fois qu'on a chauffé l'intégralité des tanks à 40 degrés pendant l'été, on est capable de restituer cette chaleur-là pendant l'hiver, et on est globalement capable de chauffer le bâtiment un tiers du temps pendant l'hiver avec la chaleur accumulée dans les tanks, plutôt que de faire tourner des pompes à chaleur. C'est ce qui permet d'avoir cette efficacité énergétique qui est assez importante. Bon, tous les bâtiments ne le permettent pas, mais c'est simplement pour dire que dès lors qu'on a une capacité de stockage d'énergie, dont de l'eau, on peut optimiser les performances d'un bâtiment. On peut le faire ici. Un autre projet sur lequel j'avais travaillé, que j'avais malheureusement pas gagné, c'est Dalkia qui l'avait fait, mais comme je suis beau joueur, j'en parle quand même, c'est le puits Moranda à Gardanne. Donc ce sont des anciennes mines de charbon qui ont été ennoyées. Et donc on a ici un puits très profond dans lequel il y a de l'eau. Donc on a pareil, fait un même système de pompe à chaleur qui prend les calories sur l'eau. Et on est capable d'utiliser la profondeur pour stratifier la chaleur. Donc on va aspirer l'eau à une certaine profondeur, la rejeter à une autre, et puis faire une bulle chaude et une bulle froide dans cette colonne d'eau qui permettent encore une fois d'améliorer le système. Et pour la petite histoire, donc ces eaux de mine de Gardanne qui ont été ennoyées, elles sont rejetées en Méditerranée, donc il y a un canal souterrain qui ramène ces eaux vers la mer. Et les data centers d'interaction qui ont été construits à Marseille
sont aussi refroidis à l'aide de cette eau de mine. Data center construit par Bouygues Energy Service. Je voulais pas nous citer trop souvent non plus, parce que je n'ai pas là pour faire de notre pub. Donc voilà ce que je voulais présenter en termes de stockage saisonnier. Je vais un tout petit peu élargir le débat parce que on voit aussi beaucoup de solutions maintenant qui sont intéressantes sur le stockage interjournalier. Pourquoi ? Il y a énormément de chaleur fatale disponible partout, et bien souvent la chaleur fatale, quand elle est disponible, on n'en a pas immédiatement besoin. Et je voulais mettre en avant deux types de solutions. Une sur laquelle que Equans développe, sur laquelle on a un certain nombre de brevets. C'est vous êtes un industriel agroalimentaire, vous avez besoin de froid dans votre process. En général, votre usine elle est fermée la nuit, les employés arrivent, vous produisez pendant la journée. Donc vous avez une courbe de besoin de froid qui est celle qu'on montre sur le graphe. Et donc vous avez besoin de dimensionner une installation pour votre pic, ce qui coûte assez cher. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont assez économiques, surtout avec les prix de l'énergie. Et donc vous pouvez très bien dimensionner une installation beaucoup plus faible pour produire du froid au moment où vous n'en avez pas besoin, le stocker, et après déstocker ce froid pendant la période de pointe. Et donc c'est ici une technologie qu'on appelle cooled glass, c'est exactement ça. Pendant que l'électricité, en plus elle est moins chère la nuit, on peut fabriquer de la glace, la stocker et la déstocker au moment de pointe dans la journée. Ça, c'est pour du froid. Et pour citer une autre solution qui est développée par une jeune start-up qui a été créée récemment, ça, c'est un exemple d'une usine qui fabrique des tuiles. Et donc, dans son process, elle cuit les tuiles dans des fours et elle les sèche à un autre moment. Et la difficulté, enfin, la particularité dans ce site, c'est que le moment où on sèche les tuiles, ce n'est pas le même moment où on les cuit. Et donc, on n'avait pas de solution pour récupérer la chaleur fatale. Donc là, cette entreprise-là, elle a développé des cuves à base de céramique. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'au moment où on cuit les tuiles, on récupère la chaleur fatale des fours, on les stocke dans ces énormes réservoirs et on les déstocke quelques heures plus tard au moment du séchage. Ça a permis de supprimer la consommation de gaz du séchage en récupérant uniquement la chaleur fatale des fours. Voilà. Donc, il y a énormément de solutions qui existent pour stocker de l'énergie. Ce n'était pas toujours rentable par le passé. Et il se trouve que les technologies dont on parle, en fait, elles existent depuis un certain temps. Elles ne trouvaient pas d'équilibre économique particulier. Mais dans le contexte actuel, on se dit quand même que c'est dommage de ne pas optimiser les systèmes et de ne pas récupérer la chaleur disponible. Et on voit qu'il y a un nouvel élan depuis quelques mois sur ce type de solution. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Y a-t-il des questions ? Une question de Sébastien. Merci, bonjour. Et c'était passionnant. Deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est qu'on imagine, néophyte, que ça peut être assez coûteux, et en termes de CAPEX et en termes de maintenance. Donc, quelle est la durée de retour sur investissement moyen sur un projet comme ça ? Je pense particulièrement à celui de BNP, par exemple. Et puis, la deuxième question, c'est la question du stockage de l'eau. La problématique du stockage de l'eau, c'est qu'il y a des développements de bactéries, etc. Et que sur le long terme, c'est souvent problématique. Est-ce que ça, vous l'avez réglé ou est-ce que ça nécessite une maintenance additionnelle ? En fait, dans tout circuit de chauffage, il y a toujours des réseaux d'eau. Et donc, c'est des réseaux qui tournent en circuit fermé. C'est la raison pour laquelle on met des échangeurs en place. Enfin, je me permets la question parce qu'il y a des très très gros volumes. Oui. Mais oui, donc il y a un peu de traitement d'eau. L'idée, c'est surtout d'avoir quelque chose qui soit, comme je le disais, en circuit fermé avec des échangeurs pour éviter qu'il y ait ces contaminations dont vous parlez. Mais le siège, il a été mis enfin, il est sorti de terre il y a 2 ans. Donc, on verra. Je ne peux pas vous répondre de manière définitive. Et ensuite, sur les retours sur investissement, ça dépend énormément des technologies. Ce qui est le plus cher, c'est les champs de sonde, parce qu'il faut faire beaucoup de forage. Et donc, l'investissement est significatif. J'ai un exemple sur une école ici de la région parisienne qui est chauffée grâce à un champ de sonde avec du stockage. Le temps de retour sur investissement du sur-CAPEX est de 14 ans. Sur une installation qui va durer beaucoup plus longtemps que ça. Donc il y a un retour, bien évidemment,
Sur de l'argent public, c'est plus simple. Les industriels, de temps en temps, sont un peu plus frileux pour investir. C'est la raison pour laquelle des entreprises comme Engie ou Dalkia portent elles-mêmes l'investissement, vendent la chaleur et sont capables d'investir sur des durées plus longues. Une question à distance, peut-être, Ingrid ? Oui, en fait, la question, c'est quid de la disponibilité de la ressource en eau et de la compétition avec les autres besoins, que ce soit au niveau de l'agriculture, eau potable, dans un contexte de dérèglement climatique. Sur ce système-là, il n'y a pas de compétition pour l'eau, parce que la réglementation et puis de toute façon le système fait que toute l'eau qu'on soutire, on la réinjecte intégralement. Donc on ne prend pas d'eau sur la ressource. Ce à quoi il faut être vigilant, c'est effectivement les écarts de température. Et donc là, en fonction des solutions, il y a des réglementations. Quand vous avez des pompes à chaleur sur eau de mer, typiquement, vous prenez de l'eau, vous la rejetez, on vous demande de ne pas la rejeter avec une température trop importante. Donc vous avez un delta T de 5 degrés. Dans un aquifère qui n'est pas utilisé, vous pouvez avoir des delta T plus importants. Donc ce que je vous montrais, des solutions à test, vous pouvez créer une bulle chaude à 5 degrés, une bulle chaude à 25 degrés, une bulle froide à 5 degrés. Mais on ne prélève pas de ressources, on ne prélève pas de ressources sur l'eau. Voilà. Tout ce qu'on prend, on le réinjecte. Merci beaucoup, Thomas.